Et je suis ravie de vous accueillir à ce premier webinaire Think Well Counterpoint. Counterpoint est une série de webinaires que nous allons tenir chaque trimestre. Nous allons réunir des experts des communautés de pratiques différentes afin d'apporter de nouvelles perspectives sur les questions actuelles au sein des systèmes de santé et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous croyons que le fait de créer un espace pour avoir des perspectives différentes et contradictoires va nous aider à partager nos apprentissages et de trouver des solutions innovatrices qui pourraient être efficaces. Donc, bienvenue à notre premier webinaire Counterpoint où on vous invite à continuer à remettre en question le statu quo. Avant de passer la parole à mon collègue Matt Boxhart pour présenter les sujets d'aujourd'hui, voilà quelques informations d'ordre administratif. Nous avons une traduction simultanée en français aujourd'hui. Si vous préférez écouter en français, veuillez cliquer sur le bouton Interprétation en bas de votre écran et cliquer sur Français. Vous pouvez aussi cliquer sur l'audio original en sourdine si vous ne voulez pas entendre l'audio original. Nous allons rassembler pendant les présentations les questions que vous avez tapées dans la boîte à discussion chat et nous ferons notre mieux pour répondre les thèmes clés, mais nous ferons également une copie du chat pour y réfléchir plus tard afin de ne rien manquer. Enfin, nous vous informons que nous enregistrons ce webinaire et que nous prévoyons de mettre en ligne un lien vers celui-ci dès que nous aurons terminé. Maintenant, je donne la parole à Matt. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire Counterpoint. Je m'appelle Matt Boxhall. Je travaille pour ThinkWell sur le projet d'achat stratégique pour les soins de santé primaires soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates. Aujourd'hui, nous réunissons des experts en financement de la santé et en planification familiale pour discuter de la meilleure façon pour les gouvernements des pays à faible et moyen revenu de financer les services de planification familiale. Nous nous concentrons en particulier sur la manière dont ces décisions de financement peuvent garantir que les personnes qui en ont le plus besoin puissent accéder à des services de qualité. C'est un domaine dans lequel je suis personnellement impliquée depuis un certain temps. La planification familiale me passionne. Donner aux femmes les moyens d'avoir des enfants par choix et non par hasard peut transformer les sociétés pour le mieux. Pour y parvenir, les gouvernements doivent investir dans l'amélioration de l'accès des services de planification familiale de qualité. Et c'est certain, mais il est également clair que la manière dont les investissements sont réalisés et dont l'argent est dépensé est essentiel. Ces décisions peuvent être compliquées par la rhétorique politique autour de l'assurance maladie et la couverture sanitaire universelle, CSU, surtout lorsqu'il s'avère que certaines approches de couverture universelle ne sont pas aussi universelles que promis. Comment les réformes du financement de la santé peuvent-elles contribuer à garantir la disponibilité des services de planning familial de qualité pour les filles et les femmes pauvres? Il est difficile d'y parvenir, mais il y a des leçons à partager. Je suis donc ravie de pouvoir compter sur un panel d'experts qui va nous aider à faire la lumière sur cette question. Nos intervenants aujourd'hui vont partager des dernières réflexions et preuves sur ce sujet. Puis nous passerons à une discussion où nous espérons faire ressortir les opportunités et les risques de différentes approches. Nous commençons aujourd'hui avec Joe Kutzin, responsable du financement de la santé à l'OMS. Qui de mieux pour planter le décor en nous rappelant de ce que c'est qu'un système de couverture de santé universelle et ce qui n'est pas, en introduisant quelques concepts clés autour de l'assurance maladie et en suggérant quelques moyens pour aider à réfléchir sur l'assurance maladie et le meilleur moyen d'investir dans les services de santé spécifiques. Jacob Kazugu, chargé de la recherche à l'unité de recherche en économie de la santé du Kermi Wellcome Trust. Kazugu nous rejoint depuis la magnifique côte de Kilifi pour partager les conclusions de son récent article sur l'assurance maladie en Afrique subsaharienne, en examinant la couverture des régimes d'assurance maladie et l'équité de cette couverture. Ensuite, nous aurons
Prashtuti Swedo Ibeki, conseillère spéciale du ministère de la Santé en Indonésie, qui va parler de son point de vue sur les dernières discussions concernant la PF dans le contexte de JKN, l'énorme régime d'assurance maladie indonésienne. Quels sont les résultats obtenus par JKN en matière de PF? Quels sont les défis qui subsistent et pourquoi y a-t-il des discussions sur la suppression de la PF de l'ensemble des prestations? Enfin, Sophie Whitner de l'Université Queen Margaret adoptera une perspective plus large et demandera ce que nous savons des services de santé sexuelle et reproductive dans ces systèmes d'achat à base d'adhésion et en partageant certaines des réflexions globales sur le genre et l'équité dans ce contexte. Après Sophie, je passerai la parole à ma collègue Nirmala Ravinshankar, qui va présenter nos deux panélistes, Brendan Hayes, qui dirige la PF pour la Banque mondiale au sein du secrétariat du GFF, et Elisha Dan Georgiou, vice-présidente de la politique et du plaidoyer à la PAI. Elisha et Brendan vont parler de ce qu'ils ont entendu, nous donner leurs perspectives et réflexions. Et ensuite, Nirmala va recueillir également vos questions dans le chat et va les adresser à nos panélistes et nos intervenants. Enfin, nous allons demander à Caitlin Mazilili de la Fondation Gates de dire quelques mots de conclusion. Sans plus dire, je vais donner la parole à Joe pour qu'il se lance dans l'aventure. Merci et c'est vraiment formidable d'être ici. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je vais vous donner donc une idée conceptuelle de ces questions et mes propos ne seront pas axés spécifiquement sur la planification familiale. Je pense que toute question, lorsqu'on parle de l'intégration, toute question de santé qui s'applique lorsqu'on parle de l'intégration de la CSU. Ce que nous voyons ici, c'est que la CSU, c'est un ensemble de besoins. Et lorsqu'on parle de services de qualité pour toute personne, sans avoir des difficultés financières, cela veut dire que nous essayons de faire des progrès par rapport à ces deux objectifs. Donc, les services de qualité et une protection financière. Lorsque nous pensons à de tels objectifs, l'une des préoccupations, surtout ou souvent autour de la CSU, et lorsqu'on parle d'aller vers un système de couverture universelle, on a l'impression qu'on ne peut pas atteindre cet objectif. Mais en fait, ce n'est pas une question d'atteinte de l'objectif, mais de faire des progrès envers l'atteinte de cet objectif. Donc, c'est une implication pratique de cette façon de concevoir la question. À la différence du titre de ce webinaire, je vais être très clair que la CSU n'est pas un schéma d'assurance. Certains pays vont attacher cette étiquette de schéma d'assurance et vous pouvez adopter l'étiquette, le nom qui convient le mieux pour votre pays, mais sur le plan conceptuel, la CSU, la couverture sanitaire universitaire, c'est une question d'objectifs. Les objectifs que nous voyons intégrés dans la définition de la CSU et qui nous aident aussi à renforcer les systèmes de santé. Donc, le RSS concerne les instruments, ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire pour améliorer le système et ce que les systèmes doivent faire en mettant en œuvre donc les objectifs de CSU. Diapo suivante. L'autre aspect important lorsqu'on pense aux implications pratiques de la CSU, c'est que à la différence de la politique publique traditionnelle, disons de l'Allemagne du XXe siècle et les origines des systèmes sociaux de santé socialistes, où l'intention de cette politique, c'était l'industrialisation, le programme militaire, le fait d'avoir moins de troubles au lieu de travail. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'idée de la CSU s'est émergée en tant que droit. Donc, droit à la couverture n'est pas un avantage. Et quand nous voulons traduire tout cela en pratique,
il y a des implications significatives sur les décisions portant sur le choix de flux de financement et l'allocation des fonds. Donc, ça, c'est une question importante de penser à la CSU comme étant un droit et pas un avantage. Ensuite, il y a l'unité d'analyse et comme j'ai dit auparavant, pas forcément un schéma d'assurance ou un programme de assurance maladie pourrait avoir des effets positifs, mais aussi des conséquences négatives. Donc, quand nous analysons cela au niveau d'un système plutôt, c'est une analyse plus large et le fait d'améliorer la protection financière et nous pouvons donc avoir les effets d'un régime ou d'un schéma ou d'un programme sur les membres qui ne sont pas intéressants en soi, mais ce qui compte, c'est l'effet sur les objectifs globaux de la CSU au niveau de l'ensemble du système et de la population. Et c'est un schéma, ce tableau ici nous montre l'idée de la question de choix. Donc, qui est couvert pour quel service, à quel coût. Mais pour vraiment élaborer un paquet adéquat, et même si on réussit à avoir un paquet qu'il faut, cela ne veut pas dire forcément qu'on aura tout ce qu'il faut pour assurer une prestation de ces services. Que votre pays a un système d'assurance maladie ou pas, votre système de financement doit mobiliser des fonds, doit regrouper ces fonds, allouer ces fonds aux fournisseurs de services, aux prestataires de services. Et l'une des questions essentielles aussi, c'est quels sont les critères d'éligibilité pour accéder à ces services. Et c'est ce que je dis ici. L'assurance maladie sociale traditionnelle et aussi l'assurance maladie volontaire est un régime contributif. Seulement ceux qui vont cotiser, qui vont faire une contribution ou une entreprise qui va le faire au nom de ses employés, etc., auront droit à ces services. Mais cela veut dire que ceux qui n'ont pas contribué ou cotisé au système n'auront pas accès aux services. L'alternative, c'est un système non contributif qui pourrait être basé sur la résidence ou critères de pauvreté ou certains critères pour les femmes enceintes et les enfants moins de 5 ans, par exemple, ou selon certains critères de maladie. Et cette approche non contributive, quand on pense à l'intégration des priorités du programme d'assurance, c'est ce régime qui est le plus logique. Une autre question auquel il faut penser, et dans mon équipe à l'OMS, nous avons aussi examiné les priorités des programmes et normalement, c'est orienté envers les maladies transmissibles. Et les services, donc, sont généralement donnés aux individus, ceux qui recherchent un traitement ou une prévention d'une maladie. Mais l'idée, c'est que ces services doivent être disponibles pour tout le monde, pas en fonction de ses revenus ou de son niveau de pauvreté, mais à tout le monde pour pouvoir empêcher la transmission de ces maladies. Donc, pour ceux qui vont parler après moi ou dans le public, à vous de décider comment tout cela pourrait correspondre à la détermination des priorités de nos programmes. Et ici, je vais créer une espèce d'arbre décisionnel. Est-ce que tel ou tel pays, le nom de mon pays, devrait insérer le nom du programme de santé dans l'assurance maladie? Et c'est pour dire ce que cela veut dire en termes pratiques. C'est une question d'intégrer les services appuyés par les programmes prioritaires dans un ensemble d'avantages de l'assurance maladie qui va être acheté par l'agence d'assurance maladie avec les mêmes fonds que pour d'autres services. L'idée étant qu'il faut éviter d'avoir des systèmes parallèles ou d'avoir des accords d'achat séparés pour différents programmes. Et donc, dans l'idéal, on utilisera la même plateforme d'information. Donc, lorsque cette question d'assurance maladie
se pose, c'est important de comprendre tous ces aspects. Et je vais donc expliquer cela avec les diapositives suivantes. Et c'est comme une arbre à décision. La première question pour réfléchir dans le contexte de ces services, c'est de savoir, de se demander si le droit à l'assurance est universel. Si vous avez des services uniquement pour ceux qui sont assurés sur la base d'une cotisation, eh bien, ce n'est pas logique d'intégrer le programme les services du programme prioritaire parce que vous ne voulez pas dire que vous aurez droit à un traitement de VIH seulement si vous êtes couverte. Il y aura des implications non seulement au niveau individuel, mais aussi pour toute la société. Si la réponse est non seulement pour les assurés sur la base de, vous pouvez passer au niveau suivant. Et cela ne veut pas dire que tous les services doivent être donnés sur une base non contributive, mais c'est le service pour le programme prioritaire. Donc, supposons que les pays ont décidé d'adopter un système de droit universel non contributif à gauche. C'est ce que j'appelle un peu la croyance en la magie. Le gouvernement n'a pas les fonds. Les gens ne peuvent pas payer ces services, donc on va obtenir cela de l'assurance. Mais eh bien, la question est de savoir, l'assurance doit aussi, le fonds d'assurance doit être financé par les impôts ou par d'autres allocations budgétaires. Donc, on ne peut pas simplement absorber ces avantages supplémentaires si on n'a pas les fonds pour financer. Il est difficile de passer à l'échelle avec ces avantages universels si vous n'avez pas de budget supplémentaire. Si de l'autre côté, vous allez dire oui, nous avons un programme national pour ces services et nous allons prendre une partie de ces revenus de ce programme et nous allons les investir dans le fonds pour acheter ces services au nom de tous ceux qui en ont besoin. C'est une possibilité, mais ensuite, cela veut dire qu'il faut repenser et reformuler les responsabilités du programme national. Si ce programme national ne sera plus responsable de l'achat de tous ces services. Ensuite, si nous avons réuni toutes ces conditions, nous avons la capacité pour l'assurance d'effectuer des achats stratégiques. Et il faut être prudent parce que oui, vous pouvez peut-être piloter les programmes d'achat stratégiques avec ces services, mais étant donné qu'il s'agit de services prioritaires, c'est peut-être un peu dangereux de commencer de cette façon. De l'autre côté, si l'agence d'assurance a des systèmes efficaces en place pour gérer les données et a aussi une expérience du paiement et des résultats, la gestion des données et de l'établissement de rapports, eh bien, il est possible d'avoir un contrat entre le programme national d'assurance. Donc, si nous avons les transferts budgétaires, si c'est un droit universel, des programmes peuvent être liés et vous pouvez avoir les services prioritaires universels avec qui pourraient déchaîner des réactions en chaîne positive parce que, à son tour, l'efficacité exigera l'unification des systèmes de données sous-jacents pour tous les contrats avec les patients, ce qui vous permet de créer une base de données nationale. Et vous pouvez aussi avoir les exigences en matière de responsabilité et de rapport et combiner à des systèmes de données unifiés et un cycle pro-CSU qui peut être stimulé par l'intégration des services des programmes prioritaires pourvu que les conditions soient remplies. Non, je n'ai pas encore terminé, désolé. Mais en résumé, la CSU n'est pas un schéma séparer les fins et les moyens. Un droit, quand on pense à une approche basée sur les droits, qui est impliquée par la CSU, eh bien, un droit est différent d'un avantage social. Pour les services prioritaires, cette idée de droit non contributif n'est pas négociable. Cela ne veut pas dire que les gouvernements doivent trouver de nouvelles sources de financement. Vous pouvez avoir des sources existantes qui sont allouées au programme prioritaire vont être maintenant rédigées envers la CSU et
la source de financement ne change pas. Donc, mais est-ce que la question est de savoir si nous aurons de meilleurs achats et de meilleures prestations de services? Pas certain. Et cela peut-il devenir un catalyseur, pardon, pour un système plus uni? Merci, c'était brillant. Et je vois déjà qu'il y a des questions et des commentaires fascinants dans le chat. Et nous pourrions donc continuer à discuter de ces sujets après. Maintenant, on passe au Kenya à Kazungu qui va nous parler de l'assurance santé. À vous, Kazungu. Merci, Matt. Je vais donc vous parler d'une étude que nous avons menée où nous avons examiné les niveaux d'inégalité dans la couverture de l'assurance maladie dans les pays en Afrique subsaharienne. Comme nous savons tous, à l'échelle mondiale, les pays se sont engagés à réaliser une couverture sanitaire universelle, CSU, y compris l'Afrique subsaharienne, qui reforme de plus en plus leur système de santé afin d'accélérer les progrès vers la couverture universelle. Pour parvenir à un système de santé universel, les pays doivent élargir l'accès aux services nécessaires et de bonne qualité, tout en protégeant la population des problèmes financiers, de la ruine financière. Ce que nous avons observé dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne, ils se tournent de plus en plus vers l'assurance maladie publique contributive pour éliminer les obstacles financiers à l'accès et pour aussi étendre la protection contre les risques financiers à la population. Nous avons observé que sur les 10 dernières années, presque 38% des pays ont mis en place une espèce d'assurance maladie nationale. Donc, nous avons mené cette étude afin d'examiner le niveau de couverture de la population par l'assurance maladie existante dans 36 pays de l'Afrique subsaharienne, mais aussi d'examiner la distribution de la couverture de l'assurance maladie et les inégalités dans cette distribution. Pour toute assurance de maladie, mais plus précisément pour l'assurance maladie nationale. Nous avons obtenu les données secondaires provenant des systèmes de données sanitaires pour 36 pays de l'Afrique subsaharienne. Nous avons calculé la moyenne pondérée de l'assurance maladie pour tous les types d'assurance maladie et pour certains types spécifiques. Et pour l'aspect qualité, nous avons évalué les inégalités liées aux revenus dans la couverture de l'assurance maladie en utilisant les ratios riches-pauvres, indices de concentration et courbes de concentration. Les résultats, donc au niveau de couverture de l'assurance maladie, nous avons constaté que globalement, la couverture d'assurance maladie est très bas, globalement en Afrique subsaharienne. Seulement 8 personnes sur 100 sont couvertes par l'assurance maladie en Afrique subsaharienne. Il y a tellement de disparités parmi les pays. C'est 0,8% à Burkina Faso, jusqu'à 78,7% au Rwanda. Donc, de grandes inégalités parmi les pays. Et vous pouvez voir que seulement 4 pays des 36 en Afrique subsaharienne ont une couverture d'au moins 20% ou plus. Et ça, c'est pour tout type d'assurance santé. Mais quand on passe à certains types d'assurance maladie, nous voyons que les pays qui ont une couverture plus élevée ont un système d'assurance maladie nationale, mais aussi des schémas d'assurance privée et communautaire. Par exemple, au Ghana, le NHIS, donc maladie nationale, et aussi SINAMAGS, qui ont été établis en 2003 et en 2007, respectivement, sont pour la plupart financés par les prélèvements fiscaux plutôt que
par des schémas de cotisation. Dans d'autres cas, où il y a des fonds pour l'assurance maladie nationale, comme au Kenya, où le fonds a été établi en 1966, la couverture reste très bas, très faible, en raison des difficultés à étendre la couverture au secteur informel, parce que c'était conçu principalement pour ceux qui travaillent dans le secteur formel, et il y a eu beaucoup de défis pour étendre la couverture à ceux qui travaillent dans le secteur informel. Donc, le taux de couverture reste toujours très faible. Il y avait aussi des variations selon d'autres facteurs géographiques, que l'assurance santé était plus élevée parmi euh, les, les personnes qui sont engagées dans le secteur formel et dans les zones urbaines pour la plupart, sauf dans certains pays comme au Gabon, où la couverture était plus élevée dans les zones rurales que dans les zones urbaines. L'exposition aux médias était aussi un indicateur important pour déterminant pour la couverture. Donc, en termes du statut socio-économique, plus précisément un pays comme le Kenya a un taux de couverture d'à peu près 45% parmi les personnes les plus riches, alors que dans les pays qui ont un mécanisme de financement pour couvrir les populations plus pauvres, les taux de couverture sont plus élevés. Si vous prenez en compte d'autres facteurs comme le genre, les hommes en général étaient plus couverts, taux qui ont été beaucoup plus élevés que chez les femmes. Et cela s'explique peut-être parce que par ce facteur de l'emploi dans le secteur informel, c'est plus souvent les femmes qui travaillent dans le secteur informel, et ces schémas d'assurance ne sont pas bien conçus pour prendre en compte ceux qui sont dans le secteur informel. En termes des résultats au niveau des inégalités, il y avait de nouveau des différences importantes. La couverture assurance maladie est généralement pro-riche, donc plus de personnes riches sont couvertes en Afrique subsaharienne que les pauvres. Mais ce qui est important, c'est ici, si vous comparez les inégalités parmi les pays qui ont une assurance publique ou nationale, ainsi que des systèmes d'assurance privée des employeurs, ceux qui ont, donc, les inégalités sont moins dans l'assurance nationale ou le schéma public euh, par rapport à l'assurance privée. Donc, à peu près 59% de ces pays avaient moins d'inégalités dans l'assurance maladie nationale que l'assurance privée. En conclusion, nous avons observé que l'assurance maladie en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire une assurance maladie qui est de facto volontaire pour la majorité de la population, n'est pas la meilleure façon d'atteindre une couverture totale de la population à grande échelle. Et une observation essentielle, un constat, c'est que 3 des 4 pays où la couverture de l'assurance maladie était supérieure à 20% ont des systèmes d'assurance maladie publics qui sont largement financés par les impôts et non par des contributions volontaires. Donc, nous pensons que en essayant d'atteindre la CSU, les pays de l'Afrique subsaharienne devraient reconsidérer les mécanismes d'assurance maladie à cotisation volontaire et peut-être réorienter leur système de financement de la santé vers des dispositifs non contributifs financés par les impôts, ce qui pourrait permettre d'accroître la couverture
mais aussi à éliminer les inégalités existantes dans les schémas actuels. Merci. Merci, Kuzungu. C'était vraiment une recherche fascinante. Si vous voulez poursuivre davantage, vous pouvez lire l'article de Kazunga. C'était vraiment très enrichissant. Maintenant, on passe à l'Indonésie. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette occasion de partager nos réflexions par rapport à l'assurance maladie nationale en Indonésie et les implications pour la planification familiale. Nous avons un système euh, en Indonésie, un schéma d'assurance qui s'appelle GKN, qui couvre plus de 80% de la population. Et la couverture universelle doit être donc un système d'assurance de qualité et les services sont assez, la gamme de services est assez compréhensif et couvre toute une gamme de méthodes de PF, aussi un mélange de fournisseurs ou de prestataires de services. Et en termes de la planification familiale, comme je l'ai dit, GKN couvre toute la gamme de services et de méthodes de planning familial. Au niveau des soins primaires, les prestataires de services sont couverts et aussi les services aux hôpitaux sont aussi couverts. Et vous pouvez voir les différents types de services et consultations en matière de planning familial, les méthodes de contraceptifs et les services de santé à l'hôpital et les méthodes à courte durée et à durée prolongée. Mais GKN paye donc un frais pour les services aussi. Donc, pour différentes méthodes de rémunération pour les services, les injectables, implants DIU et vasectomie. Les chiffres à côté, nous pouvons voir dans ces graphiques que GKN sous-traite avec les prestataires de services publics et privés pour fournir les soins de santé primaire. Et du côté des hôpitaux, GKN sous-traite principalement avec les hôpitaux privés. À droite, les chiffres où ce tableau donne une image du monde à partager. Donc, on a le BKKBN et GKN qui sont tous deux responsables de la couverture de l'APF. Donc, la couverture en matière de planning familial, c'est un système mixte de financement. Donc, le Conseil national de planification familiale distribue des fonds pour l'achat des produits de planning familial et ce conseil s'occupe également de la sensibilisation et de la coordination en ligne avec d'autres ministères. En plus de cela, GKN s'occupe de la prestation de services et paiement des demandes de remboursement pour les services PF et aussi assure la suivi de la qualité. Sur cette diapositive, je vais vous montrer les tendances avant et après la mise en œuvre du système GKN. À gauche, vous pouvez voir que
MCPR est à la baisse. Avant JKN, au niveau national, nous voulions avoir l'objectif de 62% de MCPR, mais malheureusement, on n'a jamais atteint cet objectif. On était toujours moins de 60%. Et même après la mise en œuvre du système GKN, MCPR a chuté encore et a atteint 41%. C'est pour cela qu'il faut donc vraiment faire en sorte que le planning familial soit intégré dans l'ensemble des services offerts ou couverts par l'assurance maladie. Et il n'y avait pas d'augmentation après GKN, mais c'est plus élevé chez les non-assurés. À droite, parmi les foyers couverts par l'assurance, les ménages les plus pauvres, nous voyons que 65% ne payent pas ou n'acceptent pas de payer de leur propre fonds pour ces services, même si ils sont couverts par GKN, ils n'utilisent pas ce système GKN, ou plutôt ils sont prêts, disposés à payer pour les services eux-mêmes pour acheter des contraceptifs. Et normalement, ils passent par les prestataires de produits privés. Et à droite, c'est une analyse de comment GKN semble fonctionner pour les contraceptifs réversibles à action prolongée. Et les données nous montrent la ventilation entre les pauvres et moins pauvres. Et nous voyons une augmentation significative parmi les pauvres et action prolongée, c'est aussi un niveau assez élevé parmi ceux qui sont assurés et aussi dans la partie est du pays. Diapo suivante. Oui, c'est ma dernière diapositive. À gauche, nous pouvons voir que selon les données nationales, il y avait une augmentation significative des dépenses en matière de santé avec une gamme de 8%, une augmentation de 8% par an, et cela vient des données nationales de la santé. Et nous pouvons voir que GKN a une augmentation assez significative. Malheureusement, en bleu, c'est GKN, mais la barre en rouge, c'est pour ceux qui payent pour les services eux-mêmes, donc de leur propre poche, à peu près 30% des dépenses totales. JKN, donc, doit faire face à un problème de durabilité à cause de la gamme de services compréhensifs qui soit proposée. Et il y a quelques questions maintenant. Et on parle peut-être d'écarter les services de planning familial de ce schéma GKN parce que ce n'était pas tellement efficace jusqu'à présent, la prestation de ces services. Donc, au mois de décembre dernier, on avait un nouveau ministre qui a été nommé et il croit vraiment en l'importance de la prévention et du planning familial. Et donc, il a dit qu'il va allouer des ressources limitées pour renforcer le système de planning familial et de mettre plutôt l'accent sur la prévention. Et c'est pour cela que le planning familial va
va rester donc dans la gamme dans l'ensemble de services qui seront proposés avec le GKN. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et en conclusion, je voulais simplement dire que oui, l'Indonésie, en ajoutant le planning familial à l'ensemble des services, mais nous avons toujours beaucoup de défis à relever dans l'avenir pour accroître MCPR et pour limiter les dépenses payées par les individus eux-mêmes et pour accroître le schéma GKN. Merci énormément. C'était fascinant. L'Indonésie a vraiment une merveilleuse opportunité d'essayer à résoudre certains de ces problèmes et partager ces leçons de tirer avec le reste du monde. Quelques détails logistiques. J'ai remarqué que quelques personnes ont mis des commentaires dans le chat par accident aux panélistes uniquement, mais soyez sûrs de cliquer sur participants et panélistes. Il y a beaucoup de questions ou de commentaires liés aux questions du genre et des droits. Sophie, à vous. Merci tout le monde. Oui, alors je vais beaucoup vraiment m'inspirer des intervenants précédents et je aussi, je voudrais vous dire que je ne travaille pas autant dans le domaine de l'APF, mais ici, je vais donc me focaliser sur la santé publique et l'équité. Les points que je vais relever et qui sont, je pense, en ligne avec la présentation. Je ne sais pas si ces domaines sont évoqués dans le chat parce que je ne l'ai pas regardé, mais j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de tentatives d'avoir une couverture équitable. Je vais regarder plutôt les aspects axés sur le genre. La couverture ne signifie pas l'utilisation. Il y a beaucoup de barrières auxquelles il faut penser, qu'il faut aborder de façon proactive. Et troisièmement, nous l'avons vu dans les présentations, il n'y a pas une relation automatique entre l'utilisation et la protection financière. Ce que cela indique, c'est le besoin de considérer le paysage plus large et penser, par exemple, à l'organisation, à la distribution des services, pas simplement les questions de droit ou de financement de la santé. En général, il faut se pencher sur ces barrières intersectorielles transversales. Différents aspects ont déjà surgi, l'âge, la richesse, la localisation, les barrières culturelles, les dynamiques intraménages et comment ceci affecte la conception et les questions d'équité et de genre. Pour relever certains des problèmes et parler des questions de couverture. Nous avons tendance à nous pencher sur les dimensions socio-économiques des ensembles de données. C'est un domaine facile à analyser, mais les aspects genre sont aussi très importants. Je parle plutôt des schémas fondés sur les cotisations, les défis que ceci présente pour le cycle de vie des femmes, leur tendance dans l'emploi et comment ceux-ci peuvent représenter des barrières à la couverture. Pour vous donner des exemples de chiffres qui illustrent ces points, les femmes sont moins aptes à avoir un emploi formel, sont plus aptes à être employées par les secteurs informels. Tout cela est difficile à couvrir avec les schémas fondés sur l'emploi ou sur les cotisations. Les femmes qui sont plus défavorisées seront moins susceptibles de travailler à temps plein ou dans le secteur formel. Et le secteur informel lui-même, même dans les schémas qui ont un soutien au niveau de l'imposition, sont difficiles à couvrir. Et les femmes font plus de travail non rémunéré. Et beaucoup des tendances qu'on voyait sur le marché du travail mondial pourraient renforcer en fait ces différentes tendances. Il est important aussi de penser à la conception des assurances où les schémas couvrent un nombre limité de membres du ménage. Nous voyons que les femmes et les filles sont moins susceptibles d'être incluses. Et il y a de multiples autres aspects pour ce qui concerne l'éducation, l'âge, le handicap, la religion, le statut de réfugié qui peuvent présenter des défis au niveau de l'équité de la couverture. Alors,
même s'il y a cette couverture, est-ce que les personnes vont utiliser des cartes d'EPF et accéder aux services? Nous savons que c'est un autre domaine dans la cascade où les défis surviennent. Alors, nos collègues ont parlé d'inclure l'APF dans l'ensemble des services. Nous savons que l'APF n'est souvent pas inclus. C'est déjà un défi quand il s'agit d'accéder à ces services de planification familiale. Mais même quand la planification familiale est incluse, il faut se pencher sur la distribution des services. Sont-ils accessibles? Est-ce qu'il y a des transports? Est-ce qu'il y a l'aspect de sécurité qui est considéré, l'acceptabilité? Avons-nous pensé aux aspects de stigmatisation et les questions pratiques quant à si tous les membres du ménage, les membres plus jeunes, les filles adolescentes, ont-elles accès à ces cartes d'identité? Peuvent-elles donc démontrer leurs droits et leur capacité d'accéder aux services? Nous connaissons bien ces éléments, mais ces éléments demeurent de grands défis dans beaucoup de systèmes de santé. La perception de la qualité est une barrière clé. Et souvent, les études le démontrent, c'est souvent corrélé au statut socio-économique et ce sont plutôt les couches supérieures qui disent recevoir donc une qualité supérieure. Il faut considérer les paiements informels. Nous l'avons montré dans certains des exemples. Pour beaucoup des schémas, les systèmes de remboursement, par exemple, sont souvent en retard ou bien inadéquats, ou bien il y a des blocages dans les fournitures. Les personnes qui ont droit à cette assurance santé finissent par devoir payer de façon informelle et cela présente un défi pour la protection financière, mais aussi pour l'accès aux services. Et finalement, il y a la question de connaissance. Pour citer une étude de l'Inde où où la planification familiale est incluse dans le système de santé, mais l'utilisation était estimée à 2%. Il y avait un faible niveau de conscience, surtout parmi les foyers les plus pauvres. Et bien sûr, du côté de l'offre, il faut considérer la mesure dans laquelle les préconditions, surtout les attitudes des fournisseurs. Certains fournisseurs ne se sentent pas à l'aise avec les services de planification familiale, surtout avec certaines méthodes ou bien pour certains groupes tels que les filles adolescentes et les hommes adolescents. Prochaine diapo. Alors, la protection financière est un objectif clé au sein de la couverture universelle. Il y a un certain rapport entre faire partie d'un système de santé, mais ce n'est pas une relation très forte. Alors récemment, une révision systématique s'est penchée sur cet aspect et a vu qu'en sur 26, dont 26 sur 46 ont indiqué, ou certaines études ont montré qu'il y a eu certaines aberrations dans une revue systématique récente pour les membres. Il y avait donc beaucoup de diversité, comme on l'a vu dans l'étude de l'Afrique. Alors, la situation sous-jacente, c'est que beaucoup de ces systèmes demeurent très dépendants sur les cotisations, surtout les pays à faible revenu, les États fragiles, mais aussi que l'engagement global à la santé n'est pas adéquat pour soutenir le type d'ensemble de couverture universelle auquel on aspire. Et c'est ce que Joe appelait cette réflexion ou cette pensée magique. Quand il y a un manque de correspondance entre la réalité et le rêve, il va y a toujours avoir donc un désavantage pour l'utilisateur. Et donc, on parle de faire entrer en jeu un financement, mais en fait, on ne prend en compte que les aspects de pooling et puis l'amélioration des achats. Mais il ne s'agit pas d'une conséquence automatique. Prochaine diapo. Bien sûr, il faut donc se pencher sur le paysage au sens large. Il faut se pencher sur comment on soulève les fonds de façon en général, mais surtout les questions précises telles que la fiabilité des produits financiers qui souvent ne sont pas financés par les budgets gouvernementaux et dépendent des bailleurs et d'autres sources plus vulnérables. Beaucoup de membres du panel et dans le chat
sont très engagés autour de cette question des cotisations par les fournisseurs, mais c'est un aspect, ou les paiements, c'est un aspect important, voir comment inciter cela sans coercition est vraiment un défi pour la planification familiale. Mais comme je l'ai dit au début, je pense que l'aspect d'offre des services ou de fourniture des services est surtout très important, pas simplement des questions de disponibilité, de qualité, de distribution auxquelles j'ai déjà fait référence, mais qui offre ces services, qui fournit ces services de planification familiale et leur niveau de formation et la mesure dans laquelle nous répondons aux clients au niveau où ils se trouvent. Par exemple, l'intégration dans les domaines tels que les soins postnataux est très inhabituelle et vraiment est une occasion manquée pour les clients. Prochaine diapo. Pour vraiment éclairer le côté équité, et c'est un domaine où nous avons un suivi très faible et un débat autour de ces compromis, un débat qui manque autour de ces compromis. Il y a un exemple ici du Ghana, un pays où j'ai beaucoup travaillé. Nous avons recherché une étude particulière où les indicateurs de revue de secteur, ils utilisaient 45 sur lesquels 7 avaient trait à l'équité. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas populés par des données ou n'offraient pas beaucoup d'informations en général. Donc, je pense qu'il faut qu'on se penche sur l'élaboration de meilleurs systèmes de suivi routinier pour vraiment comprendre l'accès, la question des compromis qui ont lieu pour les différents groupes de la population. Prochaine diapo. Alors, d'une façon plus générale, il faut penser à la nécessité de s'attaquer aux obstacles liés à différents aspects. Quelle que soit la conception du financement, ces obstacles seront les obstacles liés à l'information, au sexe, à la culture, à la religion, à la géographie et autres. Et il faut penser à une mise en œuvre plus sensible avec des efforts conjoints des programmes de santé et de protection sociale pour garantir que la réalisation d'aspirations équitables est vraiment atteinte. Et cela, ce que je vais dire, est en ligne avec ce que disait Joe. Trop souvent, la couverture universelle des soins de santé est comprise de manière simpliste comme une couverture d'assurance qui n'a aucune valeur sans éléments complémentaires. On comprend cela comme étant la réponse complète, mais c'est peut-être pas juste une partie de la réponse sans considérer ces autres aspects complémentaires qui réduisent l'accès. Et là, donc, sans ces aspects, c'est une offre qui peut vraiment ne pas être très efficace. Je vous remercie. Merci Sophie, fantastique, quelle présentation riche, beaucoup d'idées qui sont source d'inspiration pour nous tous. Maintenant, je vais passer la parole à Niomela pour qu'elle présente notre discussion en panel. Niomela, à vous. Merci Marc. Premièrement, merci, un grand merci à tous les intervenants qui ont vraiment présenté un ensemble si riche d'idées et beaucoup de preuves. Je voulais dire que dans le chat, il y a une discussion très animée et beaucoup de liens supplémentaires de contenu qui est affiché après la séance. Matt et moi, nous allons recueillir ces informations et les partager avec vous tous par mail pour que vous n'ayez pas à vous préoccuper quant à tout suivre dans le chat. Nous avons passé une bonne partie d'une heure, à entendre certains des experts du financement, des experts donc dans le renforcement des systèmes de santé qui parlent de la conflation avec la couverture sociale sanitaire universelle, avec les systèmes d'assurance nationale. Nous avons lancé le défi de penser à comment certains groupes de la population sont exclus ou inclus et comment vraiment améliorer cette approche aux différents domaines programmatiques et plus particulièrement dans le domaine de la planification familiale. Maintenant, j'aimerais un peu changer la direction de la discussion. Nos panélistes ont passé beaucoup d'années à penser en profondeur à la planification familiale. Nous allons les entendre pour voir si certaines de ces discussions sont en harmonie avec les problèmes qu'ils ont vus dans les dernières décennies et comment, à l'avenir, nous devrions penser à des façons de positionner la planification familiale dans des arrangements financiers, de financement dans différents pays. Sur ce, j'aimerais passer la parole à nos trois
panélistes distingués. Premièrement, j'aimerais inviter Brendan qui travaille à la Banque mondiale avec le secrétariat de la facilité de financement mondial, le mécanisme de financement global. Je sais que vous travaillez depuis longtemps, depuis longue date sur la santé sexuelle et de reproduction. Avez-vous des questions pour les panélistes ou bien j'aimerais entendre votre expérience? À vous, Brendan. Un grand merci, Nirmala. Quelle présentation merveilleuse. Et je pense que dès le départ, d'emblée, les bon nombre des présentateurs, Sophie et Joe, avaient indiqué que leur présentation n'était pas vraiment des présentations sur la planification familiale. Mais en tant que quelqu'un qui vient de ce monde de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive, peux vous dire que certainement, il y a eu beaucoup de points de couverts qui sont pertinents. Il y a donc quelques idées que j'aimerais partager avec vous qui ont trait à ces discussions. Au cours des discussions qui ont lieu au niveau de ces pays que nous soutenons au niveau du mécanisme de financement mondial. En fait, on a dit au début que la CSU n'est pas un schéma, c'est plutôt une série d'objectifs qu'on essaye d'atteindre. Au fur et à mesure que les parties prenantes s'engagent à ce dialogue politique, je pense qu'il est très important que nous gardions toujours ces objectifs en premier plan pour qu'on soit toujours en train de vérifier la théorie du changement. Est-ce que ces actions que l'on prend vont nous aider à atteindre ces objectifs de la CSU qui sont vraiment enracinés dans ces principes donc axés sur les droits? Je vais signaler un aspect qui est particulièrement frappant pour moi, surtout pour ce qui concerne cette question de l'assurance et cette question d'augmentation des revenus et les décisions initiales qui sont prises et comment cela peut vraiment façonner cette voie de façon qui ne sont pas positives pour la CSU et qui ne répondront pas de façon adéquate pour aux besoins aux femmes des femmes et des adolescents pour ce qui concerne les droits sexuels et de reproduction. Nous avons vu que l'assurance sociale, les programmes d'assurance maladie nationale sont vraiment discutés dans beaucoup de ces pays, mais la majorité de ces discussions essayent d'aborder un problème différent de celui qui nous intéresse dans cette communauté de pratique. Et vraiment, c'est une question de revenus. Nous avons vu beaucoup d'attention sur les schémas à base de cotisations qui ont tendance à se focaliser sur les employés du secteur public et les fonctionnaires. Et je soupçonne que les types de populations qui sont ciblées pour ces cotisations, et parce que ces schémas ont besoin de légitimisation, dès le début, on les façonne pour qu'ils répondent aux besoins euh, d'un sous-ensemble assez réduit et très précis de la population. Et cela détermine les décisions quant à ce que l'on inclut dans l'ensemble de services. Il y a, et comme Kazubu l'a dit, nous avons un défi de population couverte qui accompagne en fait cette décision axée sur les revenus. Nous avons un problème lié au niveau et les types d'installations utilisées par les femmes et les filles, les adolescentes. Est-ce qu'on les inclut? Alors, pour bon nombre d'entre nous, nous sommes arrivés à cette discussion donc un peu plus tard que les autres et nous ne sommes pas bien placés pour, nous, nous pensons plutôt à ces décisions initiales qui ont été prises pour penser à leurs implications. Je suis arrivée de Snooks International. Souvent, nous nous concentrions énormément sur un problème très précis. Nous travaillons avec des fournisseurs du secteur privé qui géraient des cliniques de planification familiale qui se préoccupaient quant à la durabilité de ces installations. Et nous avons reconnu l'importance des services subventionnés pour l'expansion de l'accès. Alors, nous essayons d'aborder ce problème de qui paye. Cela était logique
Et l'assurance semblait être un bon instrument pour résoudre ce problème. Mais quand on prend du recul quelques années plus tard et quand on pense à si un gouvernement avait donc des ressources limitées à affecter à l'expansion de la planification familiale, devrions-nous avoir toute une panoplie de possibilités potentielles sur la table? Est-ce qu'il y a de l'argent qui est canalisé aux services communautaires, des programmes intégrés de planification familiale, ou bien est-ce qu'il faut poursuivre une stratégie d'intégration avec le plan d'assurance nationale qui n'a pas vraiment beaucoup de portée ou ne travaille pas forcément avec les bons prestataires de services? Je pense qu'il s'agit vraiment de prendre un pas en arrière au fur et à mesure qu'on continue avec ce dialogue de politique et vraiment d'étudier les objectifs qu'on essaie d'atteindre pour vraiment être sûr que la théorie du changement soit toujours dans nos esprits. Du côté positif, je dirais que ça a été une opportunité pour la planification familiale de penser à comment s'intégrer dans les systèmes nationaux. Quelqu'un en a parlé, mais en général, la CSU a trait à élargir les couvertures des interventions sanitaires. Et dans certains pays, cela implique un processus de renforcement des systèmes de financement nationaux et aussi passer à davantage d'intégration avec les systèmes nationaux. Et la planification familiale en tant que domaine d'intervention verticale est déjà intégrée dans ces systèmes nationaux. Et donc, il y a une dépendance énorme, non seulement sur le financement des bailleurs pour les produits, mais aussi pour les passations de marché avec des tiers pour ces produits. Il y a beaucoup d'obstacles sur cette voie vers la CSU qui ne sont pas apparentés directement à l'assurance, qui ne sont pas directement apparentés au système de paiement des fournisseurs, mais qui sont très critiques pour faire avancer la CSU et faire avancer l'intégration de la planification familiale dans la CSU. C'est vraiment pour moi un appel à l'action, pour moi, pour les autres, de penser de façon plus générale quant à ce à quoi ressemble l'intégration de la CSU, de l'intégration familiale, d'aller bien au-delà des assurances et des systèmes de paiement par fournisseur. Il y a beaucoup d'éléments d'intégration financière auxquels il faut s'attaquer sur cette voie. Merci beaucoup. Merci, Brandon. Je suis très d'accord avec vous. On dirait qu'on se réunit tous autour de cette idée que l'assurance de santé, l'assurance santé ne va pas tout résoudre. Ça ne va pas certainement résoudre le problème de revenus du côté des achats. Et est-ce que ça va vraiment atteindre toutes les femmes qu'on essaie d'atteindre? Est-ce que ça va les couvrir au niveau de services et des achats? Mais pour ce qui concerne la voie à prendre à partir de là et comment penser à ce système plus large et là où on trouve les bons leviers pour accomplir ce qu'on essaie d'accomplir pour la planification familiale, là, je pense qu'il faudra bien plus de discussions entre ces deux communautés et c'est quelque chose que je vois évoqué par d'autres dans la boîte chat. Alors, sur ce, j'aimerais me tourner vers vous, Laïcha. Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le plaidoyer pour la planification familiale, les services, les programmes aussi. Dans quelle mesure est-ce que cette conversation sur l'intégration, à votre avis, comment est-ce que cette conversation aide ou bien la façon qu'on a encadré cette conversation en se focalisant sur l'inclusion de la planification familiale dans les paquets de bénéfices pour la CSU, entre guillemets, quels sont certains des avantages à cela comparé à certains des coûts y apparentés et d'autres réflexions quant à ce que nous avons entendu des intervenants et toute question que vous auriez. Vous avez la parole, c'est excellent. Quelle liste de présentations riche. J'ai un peu la tête qui tourne de toutes ces informations, même si j'ai vu certaines des diapos en avance. Je pense vraiment encore à ce qu'ont dit les intervenants. Je pense que pour votre question, et Brendan en a parlé aussi, je pense qu'il a été très important pour la communauté de planification familiale, la communauté de la santé sexuelle et de reproduction, d'avoir cet aspect du plaidoyer. Ça a été un grand avantage dans la conversation des systèmes d'assurance nationale
et vraiment élargir l'acceptation de la planification familiale dans bon nombre de pays où il a été difficile de vraiment s'accrocher à cet égard. Plus généralement, pour les réflexions au sujet de cette discussion, je reviens constamment à quelque chose que Joe a dit dans sa présentation, et c'était en tandem avec sa conversation sur les objectifs. Joe a dit, je pense, que veut dire un droit au niveau pratique? C'est une question si appropriée pour la complexité de cette conversation. Le droit à la santé, le droit des femmes à l'autonomie corporelle, le droit à la qualité de la vie, une qualité élevée de soins. Je crois qu'il y a beaucoup de réponses à cette question. Je dirais que la plupart d'entre nous diraient qu'un droit va bien au-delà d'avoir une assurance. Il y a tant d'aspects au-delà de l'aspect du financement qui rend réel un droit. Sophie en a parlé dans sa présentation aussi. Si nous pensons à la CSU comme mécanisme de financement uniquement, nous n'avons pas compris l'essentiel du sujet. C'est un outil vraiment d'approcher cette question. Dans notre travail, dans mon organisation, nous avons travaillé avec des organisations de la société civile dans différents pays pour améliorer la planification familiale, les santé de reproduction dans les schémas d'assurance santé, mais nous ne voyons pas cela comme solution universelle, comme panacée. C'est un des chemins, c'est un des aspects qu'il faut prendre en compte. Nous avons tendance dans notre communauté de la santé reproductive donc de penser de façon réductionniste, disant: «Bon, cette approche n'a pas marché, éliminons cette approche, prenons une autre approche». Mais les situations sont complexes, nous ne devrions pas être surpris qu'il nous faut un système complexe pour répondre à tous ces besoins des communautés et des personnes. Je ne veux pas dire que c'est complexe au niveau bureaucratique ou difficile à naviguer, mais vraiment penser à la couverture universelle et la complexité de la sensibilité des approches multifacettes qu'il faut prendre pour faire en sorte que la planification familiale, pour que la santé reproduction, la santé sexuelle, que tout cela soit donc accessible au niveau universel. C'est une autre façon de penser que de dire que bon, les schémas d'assurance santé ne sont pas l'approche à prendre. Il faut prendre une autre approche. Je pense que ce genre de conversation, ce type de réflexion est vraiment ce à quoi il faut donc nous dévouer plus souvent parce que les autres conversations, enfin la réalité en fait sur la CSU, c'est qu'elle n'est pas statique. Les communautés changent, leurs besoins changent, alors l'accès à la santé, la couverture santé doivent refléter cela. Les gouvernements aussi doivent être sensibles à cet aspect. En dernier, je dirais qu'une chose que je n'ai pas beaucoup entendue dans les conversations, c'est le rôle des communautés, des collectivités et le rôle de l'usager final de ces services. Pour ce qui concerne responsabiliser les gouvernements, pour ce qu'ils aident à concevoir des programmes qui répondent aux besoins des communautés et une redevabilité sociale qui est constamment suivie, pas en opposition au gouvernement, mais en partenariat avec eux. Et je pense qu'à l'avenir, c'est un aspect qu'il faut vraiment prendre en compte au fur et à mesure qu'on conçoit la partie financière ou la structure. Cela ne peut pas avoir lieu dans une arrière-salle d'un bâtiment gouvernemental avec des économistes isolés devant leurs ordinateurs. Il nous faut une participation civique et active dans ce processus pour que ceci réussisse. Il faut que ce soit quelque chose qui est la propriété des personnes qui vont l'utiliser. Il ne faut pas le concevoir et leur pousser ce programme. Il faut les inclure dès le début. Mais je vais arrêter là, mais j'aimerais entendre dans les panélistes quelle est l'alternative? Qu'est-ce que vous aimeriez voir à la place de cela? Ou qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour améliorer la situation? Je vais m'arrêter là. C'est une merveilleuse question, Elisha, et c'est une question à laquelle il faut qu'on réponde et qu'on ait le temps. Je vais passer rapidement à Nomi. Nomi, parlez-nous de comment la Fondation Gates pense à ces questions. Est-ce que cette conversation reflète certaines des conversations que vous avez tenues avec différents partenaires au sujet de la direction à prendre à l'avenir pour la stratégie de planification familiale? À vous, Nomi. Merci. Pouvez-vous me donner
Donc, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, merci pour la question et je veux rejoindre Brandon et Elisha pour remercier les panélistes. Il y a des informations incroyables qui ont été présentées, des questions très dynamiques qui ont été soulevées dans le chat. J'y ai beaucoup pensé pour ce qui concerne le retour de différentes façons à des environnements de bureau. J'aime beaucoup l'inclusivité qui a eu lieu dans ces espaces virtuels et les conversations dynamiques qui peuvent avoir lieu en parallèle avec les présentations. Alors, un grand merci à tous pour cette participation dans le chat. Je voulais commencer par vous dire qu'en général, il a été très clair avec ces présentations qu'il faut que nous travaillions tous d'arrache-pied pour s'assurer que les questions de qualité des services de planification familiale doivent être incluses dans des différents cadres, qu'il s'agisse de la planification familiale, les droits du genre. Ça n'a pas été dit au début, mais il est critique qu'on reconnaisse qu'il n'y a pas une approche qui est adaptée à tous les endroits. Nous reconnaissons tous que les pays sont en différentes phases pour ce qui concerne la CSU, le passage vers la CSU. Brendan l'a dit, le désir est là, mais il faut être clair quant aux problèmes que nous essayons de résoudre. Alors, avec cela à l'esprit, je voulais offrir certaines suggestions d'idées auxquelles nous avons pensé, voir si cela résonne avec les intervenants et les participants, bon nombre desquels, je sais, travaillent dans ce domaine depuis des décennies et ont une expérience très riche. La première idée que j'aimerais offrir est qu'il y a un vrai besoin de se concentrer sur une analyse locale et appropriée avec les décideurs dans le pays. C'est un endroit où nous nous penchons sur la base pour voir, ou à la fondation plutôt, quant à comment nous pouvons soutenir cela. Nous voulons avoir une planification familiale basée sur les droits qui soient incluse dans ces ensembles et ces schémas d'assurance. Alors, cette composante euh, locale est importante pour inclure les populations clés. Il inclut la redevabilité sociale, ceux qui font partie de la communauté comme partie de ce processus. Tout cela est très critique. Deuxièmement, au niveau collectif, je pense qu'il faut tous promouvoir des données meilleures, plus robustes pour vraiment évaluer l'intégration dans le financement de l'application familiale. Cela a surgi en disant en présentation. Il faut le faire pour mieux comprendre la viabilité de l'intégration de l'application familiale. Cela comprend les questions de qualité dont on a parlé. Martha en a parlé dans le chat, d'autres l'ont soulevé, surtout le nombre de barrières auxquelles sont confrontées les femmes. Alors, nous avons beaucoup apprécié la façon que vous les avez présentées. Il ne s'agit pas simplement de barrières financières. Si nous prenons une approche étroite, nous manquons tous les avantages qui seraient disponibles. Et c'est critique, étant donné les exigences qui varient au niveau du financement et l'opérationnalisation de ces schémas. Donc, cette compréhension, cette poussée pour ces données robustes pour évaluer l'intégration, je pense que cela nous permettra d'aller dans la direction qu'on veut dans laquelle nous voulons tous aller. Et puis, si on se met un peu à une altitude plus élevée pour ce qui concerne notre effort collectif, ce moment dans le temps, pour ce qui concerne maintenir le volume et accroître la qualité et la diversité des programmes de financement. Et c'est vraiment très important étant donné les réductions du FCDO. C'est un moment, je pense, où il faut être intelligent quant à la façon qu'on relie les cadres pays. Nous pensons à la collecte des données pour ceux qui sont vus ou non vus. Nous avons eu une conversation dans le chat quant aux populations jeunes, adolescentes, les personnes qui sont vulnérables, les réfugiés, les femmes. Pensez vraiment à comment vraiment rassembler tous ces éléments tout en soutenant les voies pour le financement national de la planification familiale par leur inclusion dans ces programmes de santé pour atteindre la CSU. Donc, voici des éléments dont on a parlé récemment et qui ont beaucoup résonné avec les présentations. J'aimerais prendre un moment pour passer à un niveau un peu plus bas du point de vue de la planification familiale. Quand nous avons commencé à établir un partenariat avec ThinkWell, ça a été un engagement fantastique. Dans les dernières années, il n'y avait pas vraiment beaucoup de preuves pour ce qui concerne la dynamique entre les politiques, CSU et les programmes pour les impacts au niveau de la planification familiale. Il y a beaucoup de personnes dans le chat qui ont travaillé dans son domaine et le fait qu'ils ont fait donc un effort collectif pour vraiment bien étudier ces preuves.
les informations qu'on a partagées aujourd'hui sont vraiment des points très importants pour essayer d'éclairer ces nuances, et comment les politiques peuvent nous permettre d'arriver à l'échelle tout en assurant que les services ne soient pas coercitifs, que nous prenions un point de vue féministe. Et sans ces preuves, je pense qu'on encourt le risque de ne pas vraiment avoir des actions efficaces. J'aimerais remercier tous les participants sur cet appel qui nous aident à recueillir ces informations et ces données, parce que sans ces données, nous ne pouvons pas avancer dans ce domaine. Merci pour nous avoir donné cet espace, en fait, pour faire partie de cette séance. Un énorme merci aux intervenants vraiment dynamiques. Merci, un grand merci, Nomi. Merci à vous tous pour cette discussion si riche. Maintenant, bien sûr, nous avons eu des présentations excellentes, des réponses excellentes des discutants et une énorme mer de questions. J'essaie de penser tout en parlant quant à comment structurer la conversation dans les 15 minutes qui restent. On dirait qu'il y a un groupe de questions autour de combien nous devrions nous concentrer sur les systèmes d'assurance nationale. Et une des questions qui a été posée au début à Jacob Kuzungu quant à si la couverture de l'assurance santé n'est pas très élevée dans un pays, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une couverture par le biais du système public. Alors, est-ce un problème que la couverture de l'assurance de santé nationale est faible? Et cela semble certes être ce que vous disiez, Jacob, dans votre document. Et vous aussi, vous avez aussi souligné la différence entre l'assurance et la fonction que représente l'assurance la fonction assurance qui est offerte par à notre système. Alors, j'aimerais vous donner l'occasion de revenir sur ce point critique qu'on essaye vraiment de souligner, qu'il faut penser au système entier, aux différents mécanismes par le biais desquels on essaye d'atteindre les personnes au lieu de se concentrer sur juste un schéma d'assurance. Deuxièmement, je vois beaucoup de questions intéressantes autour des méthodes de paiement par les fournisseurs pour la planification familiale, si ceci induisent une offre, s'il s'agit de mesures coercitives, si ces mesures affectent négativement une approche fondée sur les droits. Je sais que le mécanisme de financement mondial a beaucoup travaillé dans ce domaine. Je me demandais, Brandon, si vous voudriez parler de cette question des méthodes de paiement pour les fournisseurs et Joe aussi, à vous. Et puis une troisième partie à cette discussion autour des populations, des groupes de population Aori, surtout les segments vulnérables tels que les adolescents. Et j'ai suivi le chat et je vois beaucoup de préoccupations quant à si la CSU peut atteindre ces groupes. Alors, Sophie, je voulais vous donner l'occasion de revenir sur cette question pour parler aux préoccupations à ce niveau-là. Et pour la question des paiements des fournisseurs, je voulais aussi entendre la perspective de l'Indonésie. Alors, pour commencer dès le début, à vous, Joe, je sais que je fais appel à vous sans vous avoir averti. Il y a trop de questions. On ne pourra pas y répondre dans le temps qui nous reste, mais vous êtes toujours habile pour donner des réponses qui nous aident de cette façon. Bon, je pense que vous me demandez comment intégrer ces initiatives dans un système plus large. Oui, alors je pense qu'une grande partie revient à vraiment à être très clair quant à ce que vous essayez d'accomplir. Ensuite, vous ne commencez pas avec un schéma, vous commencez avec votre objectif. Ensuite, il faut se pencher sur ce que fait notre système. Je pensais donc au cas de l'Indonésie. Et Robé qui peut me dire si je me trompe, mais l'idée serait que vous ayez quelque chose qui a une couverture de la population qui est importante, qui a développé la capacité d'achat, et puis vous avez des services individuels qui sont préventifs, mais qui sont des services individuels. Et la logique
Donc, de les éliminer ne serait pas bonne simplement parce qu'il s'agit de mesures de prévention. D'un point de vue fonctionnel, ce qui compte n'est pas s'il s'agit de prévention ou de traitement, mais plutôt s'ils sont axés sur les individus et la population quand on parle de leur organisation. C'est un aspect. Mais vous avez dit autre chose qui m'a fait penser à un travail qu'on avait fait il y a longtemps. Donc, je dirais qu'à mon âge, ça c'est vraiment il y a longtemps, au début des années 2000 ou vers 2000, quand on regardait les VIH, le VIH, la tuberculose et les systèmes de santé. À ce moment, on pensait à si on devrait intégrer tout dans les systèmes de soins primaires. Mais il s'est avéré que même si cela semblait sensé, quand on explorait comment les différents groupes obtenaient leurs services, par exemple les minorités, ils ne se rendent pas aux services de santé primaire. Il vous faut un autre mécanisme de prestation pour les atteindre. Et c'est ce qui m'a frappé dans cet autre exemple. Alors, il faut faire attention à penser qu'on a la solution pour tout le monde, surtout quand on pense à la prestation de services. Cela doit être très différencié selon les besoins. Tandis que pour le financement, et on le dit souvent dans notre cours, on veut faire en sorte que le financement soit ennuyeux, laisser toute l'innovation à la prestation de services. Alors, l'engagement devrait donner une plateforme qui permet aux personnes d'innover la façon qu'ils font parvenir les services aux personnes qui en ont besoin. Ce sont donc quelques réflexions qui sont peut-être apparentées à la question que vous avez posée. Merci, pas de souci. J'ai aussi la tête qui tourne. Ça a été une discussion si riche et il y a toute une variété de questions. Jacob, c'est à vous maintenant. Voulez-vous vous exprimer quant à cette question et puis après, quand il s'agit d'assurance santé comparé à d'autres mécanismes pour les services de financement dans les pays africains où vous travaillez et qui sont votre domaine de concentration. Merci. J'aimerais dire qu'il n'y a pas vraiment de solution magique ou de solution passe-partout. Différents contextes existent en différents endroits. Donc, et différentes solutions, ils seront adaptés dans certains pays africains. Par exemple, on utilise une assurance santé ou le fait d'avoir une carte d'assurance politique pour des raisons de politique sans considérer la gamme de services ou si la possession d'une carte garantit un accès aux services, aux soins. Et il y a bien d'autres débats qu'on pourrait avoir à ce sujet, mais je pense que la recommandation clé que j'essaie de faire dans ce manuscrit, la façon que nous essayons de continuer avec ce mécanisme de contribution pour l'assurance santé, cela ne va pas marcher, surtout dans des endroits où il y a un niveau très élevé d'informalité et des niveaux de pauvreté très élevés et les gens qui travaillent dans le secteur informel. Alors, notre contexte ne permettrait pas de telles formes d'assurance santé. Et il n'y a pas vraiment de solution magique, mais une meilleure voie à suivre serait, si on veut vraiment offrir une couverture à tout le monde, il serait vraiment une question d'avoir un financement par le biais de l'imposition. Mais bon, l'imposition sur les pots pourrait être un problème et peut-être trouver de meilleures façons pour subventionner les soins dont ont besoin les pauvres qui ne sont pas en mesure de payer. Et donc, et prendre en compte le secteur informel dans l'intérêt du temps. Peut-être que mes autres collègues peuvent donc participer à cette discussion. Et Boubaки, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, surtout sur ces questions de paiement? Et il y avait beaucoup d'intérêt pour comprendre pourquoi les services FP n'ont pas intégré. Oui, merci pour les questions. Pour les systèmes de paiement, c'est vrai que avec les systèmes de paiement actuels, les systèmes
n'offre pas des incitations aux prestataires ou ne donne pas suffisamment d'incitation aux prestataires de services, surtout pour les réseaux privés. Nous savons que le secteur privé joue un rôle majeur dans la prestation de services de planning familial. Il y a beaucoup de questions donc liées au prix, liées aussi à la bureaucratie et à l'administration du système. Et donc, il faut soumettre des demandes de paiement, mais il y a beaucoup de papasserie, il faut faire beaucoup de photocopies et c'est un fardeau supplémentaire sur le plan administratif. Aussi, il y a une certaine confusion parce que le Conseil de planning national va acheter et distribuer les contraceptifs seulement aux, aux clients de l'assurance publique, mais beaucoup de clients, pas mal de femmes, ne vont pas aux cliniques publiques et préfèrent avoir recours au réseau privé. Donc, ces aspects doivent être pris en compte, je pense. Et ce que nous constatons, selon les données que nous avons analysées, nous avons pu identifier quels étaient les différents plans et quelles étaient les dépenses qu'il fallait couvrir soi-même de sa propre poche et de voir donc combien ont acheté les services eux-mêmes pour les contraceptifs par rapport à ceux qui avaient accès à l'assurance publique. Et nous menons cette analyse avec notre équipe, ce qui nous donne beaucoup d'informations. Et nous avons l'impression, enfin, je pense que ce que nous faisons, c'est d'essayer d'avoir plus d'informations pour informer, guider nos efforts de plaidoyer auprès de l'État pour expliquer au gouvernement qu'il faut intégrer les financements, donc d'intégrer les ressources publiques à l'ensemble, au système de financement GKN. Donc, c'était peut-être au moment où on avait créé GKN et on a créé des mécanismes de financement différents, mais je pense que 8 ans plus tard, après 8 ans d'application du GKN, c'est le moment de donner plus d'autorité au GKN pour pouvoir appuyer les prestataires. Merci. Désolée de vous interrompre, mais on n'a plus de temps, mais c'était vraiment une bonne note pour conclure notre webinaire en termes de la discussion en Indonésie. Sophie, 1 minute pour dire quelques mots et je ne sais pas si vous ne pouvez pas vraiment aborder toutes les questions riches liées aux droits et aux genres, mais si vous voulez prendre 1 minute pour réfléchir à ces questions et comment on pourrait apporter tout ça à la communauté dorénavant, et vous avez posé la question au début également du webinaire. Et ensuite, Caitlin, je ne vous ai pas oublié, vous aurez aussi 1 minute après. Oui, donc la question originale, c'était sur les groupes vulnérables et c'est important d'avoir cette idée d'intégrer les utilisateurs. Les gens comprennent les barrières auxquelles ils sont confrontés et dans certains contextes, on a trouvé des moyens innovateurs pour rassembler les prestataires de services et les clients et de faire des ajustements pour pouvoir surmonter ces barrières dont nous avons déjà discuté.
On a déjà parlé de l'intégration des systèmes d'achat et d'avoir plus d'équité, mais je voulais parler de cette question de qualité du processus parce que c'est essentiel aussi. Souvent, nous sommes trop axés sur les questions structurelles, mais cette question est aussi importante pour les utilisateurs et pour ces groupes marginalisés. Je pense qu'on pourrait faire plus en travaillant avec les équipes sur cela et en les appuyant parce que souvent le personnel est aussi victimisé. On dit qu'ils ont de mauvaises attitudes, mais il y a toute une histoire derrière cette autonomie, supervision et information de retour qu'ils reçoivent ou ne reçoivent pas. Donc, on ne les appuie pas suffisamment, mais finalement, je pense qu'il faut aussi travailler à travers la société civile sur ces questions parce qu'il y a un manque de sensibilisation, des stigmas et manque d'acceptation. Donc, ça, c'est quelque chose que le secteur public ou même le secteur formel pourrait faire seul. Donc, je pense qu'il faut faire plus, beaucoup plus dans ces différents domaines. Merci. Merci, Sophia. Et oui, cette question de mesure de la qualité. Et si nous relions les paiements à la qualité, c'est une question que nous avons discutée au niveau interne et Brendan et d'autres au GFF ont aussi examiné cette question et c'est peut-être un sujet intéressant pour le prochain webinaire. Ceci dit, je vais donner la parole à Caitlin. Désolée, comme vous avez prévu, on vous a laissé très peu de temps pour résumer et faire la synthèse et pour faire les remerciements, mais je sais que vous êtes à la hauteur et que vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Je suis vraiment dépassée par cette conversation qui a été tellement robuste. Et en tant que partenaire de développement qui appuie le gouvernement, je vous remercie parce que, comme Sophie l'a dit, ce qui pourrait être une priorité, en fin de compte, on ne peut pas gaspiller du temps pour atteindre toutes ces priorités. Et je vous remercie d'avoir euh, euh, organisé cette conversation. Et je sais que ce n'est pas nouveau pour beaucoup d'entre vous, mais si on parle du concept de changement de comportement, et Eliza l'a dit aussi, mais ce n'est pas facile d'arrêter de faire quelque chose. Donc, vous encourage à nous former, à nous apprendre ce qu'il faut faire autrement ou à la place de ce que nous faisons maintenant. Plutôt que de dire simplement arrêtez ce que vous faites, expliquez-nous ce qu'il faut faire. Euh, et ceci va nous aider à être plus redevables dans le travail que nous faisons, mais aussi quand je voyais la répétition, quand je vivais au Royaume-Uni, on m'avait dit qu'en matière de plaidoyer, lorsque les parlementaires en ont marre parce qu'ils ont tellement entendu parler de cela, c'est à ce moment-là que le grand public va finalement commencer à cerner ou à comprendre la problématique. Donc, il faut continuer à répéter ces messages. Donc, merci pour toutes ces interventions formidables et merci à l'équipe d'organisateurs. Merci à tout le monde. Merci, Caitlin. Et à tous nos panélistes, si vous voulez bien allumer vos vidéos une dernière fois pour se voir une dernière fois. Et merci à tous les participants qui ont suivi ce webinaire et qui ont contribué à cette discussion. Merci. Merci, au revoir. Merci.